Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Hier soir, c'était le dernier match à domicile de la saison pour les Marseillais. L'OM qui s'est imposé sur le score de 3-1 face au FC Lorient. Les deux garçons qui ont commenté le match, tout simplement, hier soir, sont déjà là dans les studios. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde, on a mis très longtemps pour rentrer du Vélodrome. Non mais c'est vrai, vu qu'on est rentré en moonwalk, donc tout va bien. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Victoire 3-1 des Marseillais avec ce doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, ce but de Samuel Gigot. Jean-Louis Gasset a déclaré à la fin du match, on avait un peu des choses à se faire pardonner. Oui. Après, le fait de gagner contre Lorient ne fait pas passer complètement la pilule de la Coupe d'Europe et du reste de la saison. Mais bon, on va se focaliser sur ce match-là. Les Marseillais ont fait ce qu'il fallait pour aller chercher une victoire qui est importante. Elle est importante parce que c'était le dernier match, comme tu l'as dit, au Vélodrome, qu'il fallait finir sur une bonne note, qu'il fallait éviter une énorme bronca, même si lors du fameux tour d'honneur du stade, il y a eu une ambiance un petit peu pesante, c'est le moins que l'on puisse dire. Après, le plus important par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est la victoire et le fait que l'OM ait toujours son destin entre ses pieds, parce que on espérait un match nul entre Rennes et Lens et il est arrivé. Donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a son destin entre ses pieds, même si il reste 2 matchs à jouer à l'extérieur. Mais bon, c'est déjà mieux d'être dans cette position que d'être dans la position d'avant le match de Lorient. Jaco, comment tu as trouvé l'ambiance justement au Vélodrome ? Ouais, comme tu dis Karim, c'était un peu mitigé. Il y avait quelques sifflets, mais par contre, j'ai trouvé beaucoup d'encouragement en début de match. Ça a bien chanté, ça a poussé pendant le match. Après, il y a eu des banderoles, effectivement, des gens qui ont réclamé certaines choses, logique ou pas, oui. Par contre, j'ai trouvé que il y avait un match à jouer. Donc voilà, tes supporters, ils ont montré leur mécontentement. Jusqu'à présent, ils payent. Et ils ont le droit de montrer leur mécontentement tant que c'est pas vulgaire. Voilà, donc ça a été fait. Mais bon, c'est vrai que c'était une ambiance quand même assez spéciale. Ouais, cette fameuse banderole, direction, staff, joueurs. Faites honneur au blason ou cassez-vous. Vous comprenez les mots de cette banderole ou vous trouvez ça un peu sévère ? Les amis, dites-vous bien qu'on a quand même un festival de banderoles anti-direction depuis 1 mois et demi, voire 2 mois. Jean-Louis Gasset, je crois, n'a jamais joué avec les banderoles à l'endroit du côté du virage nord pour l'ensemble des groupes. Il y en a qui les mettent, il y en a qui les mettent pas, en signe de désapprobation, surtout par rapport à la politique sportive menée par l'Olympique de Marseille et par sa direction. Mais bon, quand tu sors de cette demi-finale et que tu l'as vécu comme les supporters ont dû la vivre, je pense que il faut que les mots sortent. Tant qu'on en reste au stade des banderoles et des sifflets, moi je trouve que c'est pas logique ou illogique, mais ça se comprend. Donc voilà, légitime, les supporters sont déçus. Je pense que les joueurs sont déçus. Je pense que le staff est déçu et que la direction est très déçue aussi. Donc comme on le dit depuis plusieurs semaines avec Jaco, il faudra faire un bilan à un moment donné, à la fin de la saison, relever ce qui a été positif. Il y en a eu quelques-unes des choses positives, et ce qui a été négatif, il y en a eu un petit peu plus. Donc voilà, mais bon, tu vas pas pouvoir empêcher les supporters. Après, il y avait des banderoles qui étaient un petit peu plus marquées que d'autres, quoi. L'OM s'est donc imposé sur le score de 3-1. Jaco, comment tu définirais, toi ? Comment tu qualifierais cette victoire marseillaise ? Elle était importante déjà, elle était essentielle. Ce qui gêne beaucoup de gens, c'est le contenu des matchs. Il y a pas beaucoup de contenu. Alors, moi j'ai pu remarquer de mon côté que quand l'OM a marqué le 3e but, on s'est quand même libéré. Il y a eu des gestes techniques qui sont intéressants. On a vu des joueurs prendre des initiatives, des râteaux, des passements de jambes, des dribbles, ce que l'on demande régulièrement à faire. Le problème, c'est que dans ce stade, c'est difficile de pouvoir faire ça rapidement, parce que c'est une ambiance difficile, c'est pesant, c'est dur, surtout après ce match que tu as fait là-bas. Quand on dit ce non-match que tu as fait, les joueurs, ils avaient quand même une certaine pression. Et donc après, quand ils se sont un peu libérés, il y a du talent qui est en train d'éclore, parce que ces joueurs-là, ils sont pas forcément tous mauvais, mais je pense qu'il y a vraiment une pression dans ce stade qui leur met un petit peu le frein à main. Tu as vu du talent éclore hier soir ? Non.
Non, j'ai pas vu de talent éclore. J'ai vu des joueurs qui étaient un peu sur courant alternatif, même si il a fallu un très bon dernier quart d'heure offensivement pour débloquer la situation, avec deux actions, 2 buts. La première très bien construite avec ce centre de Murillo pour la tête de Pierre-Emerick Aubameyang. Puis le coup de pied arrêté, frappé par Jordan Verretou, la déviation au premier poteau de Moumbagna et Gigot comme un renard des surfaces qui va mettre le ballon au fond. Donc je trouvais ça bien. Après, tout de suite après, t'as comme un ascenseur émotionnel. Alors c'est peut-être exagéré parce que tu menais 2-0, mais bon, tu as eu 2 minutes et petite déconcentration. Et Benjamin Mendy qui réduit le score et qui ne célèbre pas. Donc lui, l'amoureux de l'Olympique de Marseille. Mais après, c'est vrai que cette équipe de Lorient, elle n'était pas trop dangereuse. Donc s'ils sont 17e, c'est pas pour rien. S'ils sont quasiment condamnés à la Ligue 2, c'est pas pour rien. Mais bon, j'ai senti quand même un peu, moi, des Marseillais convalescents dans les têtes. Un petit peu physiquement, mais il y avait pas mal de changements au coup d'envoi, puisqu'il y a eu 6 changements de fait. Après, de voir des talents éclore, non, parce que Aubameyang, on sait que c'est un buteur qui peut mettre les ballons au fond. Après, il y a des joueurs qui ont été... La plupart des joueurs ont été moyens plus... voire assez bons, avec 1 ou 2 déceptions, mais ça n'a pas été un grand match, mais je m'attendais pas non plus, moi, à un grand match. Pierre-Emerick Aubameyang décevant à Bergame. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé hier soir. Voilà. Oui, c'est notre buteur, c'est notre joueur. C'est un joueur essentiel. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est qu'il ne peut pas faire tous les matchs à 150%. C'est vrai que contre l'Atalanta, il n'a pas été bon du tout. Il a reconnu, il en a pleuré. Ça a été le premier déçu. Mais on ne peut pas, quand tu es dans une équipe, compter que sur un joueur. C'est pas possible. Donc voilà, ce joueur-là, s'il n'y est pas à ce moment-là, c'est le désastre, et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est inconcevable des choses pareilles. Après, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, à l'OM, on a décidé de ne pas mettre un joueur au cœur du jeu capable de donner des bons ballons. Je l'ai dit à l'antenne régulièrement, je disais à Karim, combien de fois dans le rond central, il n'y a personne? C'est pas possible. Quand tu es attaquant... Mais quel est ce joueur? Mais quel est ce joueur qui pourrait être Amin Harit, qui pourrait être... Mais Amin Harit, il a joué tous les matchs que la Terre elle est proposée depuis... Oui, justement, c'est ce qui nous a manqué pour cette saison. C'est un Amin Harit en forme, c'est un Unai en forme, c'est un vrai meneur de jeu. Voilà, un Iliman Ndiaye qui pourrait avoir ce poste-là, qui n'est pas en forme. Mais ce joueur-là, on aurait dû, à la création de ce groupe-là, avoir ce genre de joueur. Malheureusement, tu as un joueur aussi comme Correa qui pourrait avoir ce talent que tu n'as pas. Donc c'est vrai qu'il y aura un bilan à tirer, ok, mais il y aura quand même des choses qui sont incompréhensibles. Quand tu es président de l'OM, excusez-moi d'être long, et que tu recrutes Unai, et que tu recrutes Amin Harit, et que tu recrutes Correa, à un moment donné, tu te dis, quand même, je peux avoir du talent. Et ces joueurs-là, les 3, ils ont été absents toute la saison. Pour revenir sur Pierre-Emerick Aubameyang, récompensé l'avant-centre marseillais hier soir. Oui. Donc il a remporté le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. C'est un prix qui a été initié par RFI et donc je dirais que le podium est quand même de bonne facture, puisque il devance assez largement Achraf Hakimi et l'international algérien de Lille Nabil Bentaleb. C'est une belle récompense pour la 2e année d'affilée pour un Marseillais, puisque l'année dernière, c'était le sorcier Chancel Mbemba qui avait eu ce prix-là. C'est important pour presque, je dirais, la communauté africaine qui nous propose beaucoup de grands talents dans le championnat de France depuis des années et des années, et d'avoir le meilleur joueur. Alors, ça ne rapporte pas de points au classement de l'Olympique de Marseille, ça ne donne pas des stats supplémentaires à Pierre-Emerick Aubameyang, mais bon, quand on regarde sa feuille de stats sur la saison, voilà, pour toutes les personnes qui avaient de gros doutes, les doutes sont effacé, oui, on peut le dire, même pas remis en question, c'est effacé, même s'il n'a pas eu le rayonnement qu'on attendait sur la demi-finale aller et retour contre l'Atalanta Bergame. Il est quand même le joueur de l'Olympique de Marseille, avec 29 buts marqués, toutes compétitions confondues. Hier, il a marqué ses 15e et 16e buts
en Ligue 1, en Ligue Europa, il en met 10, en tour préliminaire de Ligue des Champions, il en met 2, il met le but qui nous sauve à Metz contre Thionville en Coupe de France. Donc je pense qu'il a fait la part de son boulot. Après, bien entendu, moi j'aime pas les comparaisons. Il est sur les traces de Didier Drogba en termes de statistiques, puisque l'Ivoirien avait marqué 32 buts en 2004 pour sa première et seule saison à l'Olympique de Marseille. Il finira peut-être à 32 buts, mais c'est pas la même importance. Le seul truc, c'est que j'espère qu'il aura pas le même destin. J'espère qu'il sera là la saison prochaine, parce que il nous a montré quand même des choses qui sont super intéressantes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour l'avenir. On a trouvé un joueur, mais on a trouvé un homme aussi. Et ça, il faut le souligner. Tout le monde est unanime sur la bonté, sur la gentillesse de Aubameyang. On a entendu les jardiniers dire il est toujours à côté de nous, il respecte tout le monde. Oui, gros joueur et belle personne. Et oui, et ça dans un groupe, les gars, c'est important. C'est important, c'est-à-dire qu'en plus que quand tu es un leader et que tu es quelqu'un d'attachant, eh ben quelque part tu es le meneur de ce groupe-là. On a entendu toute la saison, le groupe vit bien. C'est aussi dans les situations inconfortables où Aubameyang, qui a quand même cette lucidité, cette gentillesse naturelle, qui te tire le groupe vers l'avant. Ça, c'est important. Encore 2 matchs à disputer cette saison pour l'OM. Jean-Louis Gasset avait fait le choix, tu le disais tout à l'heure, de laisser sur le banc de touche quelques joueurs importants. Klos, Merlin, Kondogbia, Harit, Unai, Iliman Ndiaye. Léo Balerdi était lui suspendu. On prépare vraiment déjà Reims, quoi. Alors il y a la préparation de Reims et du Havre, parce que ce sont 2 matchs très importants. Au final, tu vois, on n'aura pas eu un seul répit dans cette saison. Jusqu'à la dernière journée, il y aura quelque chose à jouer. Et je trouve que c'est super pour les amoureux de l'Olympique de Marseille, même si tout le monde aurait aimé qu'on soit à la lutte pour une place qualificative en Ligue des Champions, qu'on soit encore en lice le 22 mai pour la finale à Dublin. On a quand même quelque chose, je le répète, ce qui s'est passé hier soir au Rosen Park offre des perspectives, alors fictives bien entendu, puisque tant que tu n'as pas gagné tes matchs, tu peux pas avoir accès encore à cette fameuse 6e place, mais on n'en est plus à espérer aujourd'hui la 7e. On espère la 6e. Et il y a des choses qui changent. Parce que là, en cas de victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon en finale de la Coupe de France, le 6e passera par des barrages pour la Ligue Europa. Pas la Ligue Europa Conférence. C'est énorme. Hein. Donc on est quand même dans une compétition qu'on a jouée cette saison et avec beaucoup de volonté. Quand tu vois quand même que la finale c'est Atalanta, Leverkusen, 2 équipes qui jouent un super football. Le champion qui sera champion d'Allemagne à la fin de la saison, et l'Atalanta qui a encore battu la Roma hier soir. Sur le score de 2-1, un doublé de Charles de Cattelard, et la possibilité encore pour les joueurs de Gasperini de finir 3e de Serie A. C'est pas des équipes au rabais qui sont dans le dernier carré. Donc, je pense que si on arrivait à aller chercher cette 6e place, encore une fois, on avait polémiqué avec Jaco, Kesk, bonne saison, pas bonne saison. C'est pas une bonne saison. Voilà, c'est pas une bonne saison. Il y a des choses qui ont été intéressantes, mais au final, le delta, il est trop bas pour l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'y a aucun des objectifs qui n'est atteint. Donc, si tu vas te qualifier pour un tour préliminaire ou un barrage de Ligue Europa, ça sera un moindre mal. Jaco, j'entends déjà certains auditeurs écouter les arguments de Karim et nous dire ouais, mais d'accord, on a notre destin entre les pieds, mais on est aussi l'équipe la plus pitoyable en termes de matchs à l'extérieur, et tu finis avec 2 matchs à l'extérieur. Et oui, donc et la saison d'avant, on n'était pas bon à la maison. Donc les saisons parfaites, ça n'existe pas. C'est dommage. Vrai que voilà, dommage. Mais cette situation, ce qui a un peu saoulé tous les supporters, c'est ce qui s'est passé tout au long de la saison. On rappelle les mouvements au sein de la direction, les mouvements au sein des joueurs, les problèmes que l'on a eu avec la CAN où les joueurs sont partis, ont été mal remplacés. Il y a eu beaucoup de choses. Et ce non-match, les gars, je pense qu'il faut penser à ça. Beaucoup de gens sont déçus du non-match. Tu peux perdre dans le football une demi-finale de Coupe d'Europe. Imagine-toi que tu fasses un superbe match avec un scénario où tu reviennes au score, ou que tu te battes. Je pense que les gens auraient été différents sur la vue de l'OM. Hier soir, un match avec pas trop de technique, pas trop de belles passes, ça a encore mis un peu de l'huile sur le feu. Mais après, il y aura un bilan, comme il te dit Karim, à tirer, et ça sera pas une saison réussie.
certes, mais le président, il peut te dire, on a été dans le dernier carré de la Coupe d'Europe et on s'est qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais, donc il va falloir attendre un petit peu. Tout le monde ressent les choses comme ça, le staff, les joueurs, les supporters. Tout le monde dit c'est pas une bonne saison, même en ayant atteint les demi-finales de Ligue Europa. Ah, les joueurs étaient catastrophés au retour de l'Atalanta. Alors tu me diras c'est bizarre parce que ce sont eux les acteurs. Ouais. Mais voilà, le constat était édifiant quand on a pu juste parler avec Samuel Gigot à Bergame. Après en off, on a pu discuter un petit peu avec certains joueurs. Ils avaient tous ce truc qui était dans l'incompréhension un petit peu de ce qui s'était passé. Ils étaient totalement abasourdis. Moi, je veux bien, encore une fois, que l'Atalanta soit une très très belle équipe, mais bats-toi, quoi. Fais quelque chose. Ne subis pas de A à Z. Donc voilà, et je pense que je répète ce que j'ai dit jeudi soir. Je pense que la pilule est d'autant plus dure à faire passer qu'on avait réellement un espoir de qualification après le match aller. Et on va pas refaire l'histoire du match aller parce que ça sert à rien. Si t'avais gagné 2-1, 3-1, peut-être que tu serais qualifié, peut-être que tu serais quand même éliminé. Mais dans tous les cas, ça laisse une fracture aussi. Et surtout pour les joueurs. Quand tu vois Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que quand il se met à pleurer à la fin du match, c'est pas pour avoir une nomination au Festival de Cannes au mois de mai. Quand je vois hier les larmes de Laurent Abergel, le capitaine de Lorient, Marseillais, qui est venu nous parler après le match et qui n'arrivait pas à se consoler, je pense qu'il n'y a pas de cinéma dans tout ça. Je pense que les joueurs ont des émotions également, des états d'âme, et que malheureusement on peut pas surinterpréter ce qu'ils font. Mais dans tous les cas, je pense que dans l'ensemble, tout le monde sera d'accord. Il y en a qui vont le dire avec des mots plus crus que d'autres, que la saison est ratée. La saison est ratée, même si on a fait une super campagne européenne. Mais l'objectif, c'était de jouer la Ligue des Champions. Tu ne l'as pas joué. Et le deuxième grand objectif, c'était de la jouer la saison prochaine. Tu la joueras pas. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire un constat d'échec par rapport à cette situation-là, quoi. Tu sais la phrase qui revient, les gars, le plus souvent, de partout. Je me régale pas. Voilà. Souvent, tu entends ça. Oh, les gars, je vais au stade, je me régale pas. Quand tu dis te régaler, c'est des actions, de la vivacité, des buts, des belles combinaisons. Et bien là, combien de fois tu regardes le match, tu t'endors. Ah oui, il y a un but, Aubameyang nous a sauvés à plusieurs reprises. Mais c'est pas ça l'OM. L'OM, c'est pas l'ADN. L'ADN de l'OM, elle est plus Sampaoli Tudor que ce qui a été fait cette année. Et des fois, quand tu vois cette équipe qui avait de la générosité, tout le monde les excusait. Parce que ça allait au charbon, ça courait. Des fois, c'était jamais perdu. Les Guendouzi, les Cengiz Under. Là, ça ronronne pas. Eh bien, on s'ennuie. On s'ennuie, et puis ce qui est ciblé jusqu'à la fin de la saison, ça fait pas rêver. Tu cibles la 6e ou la 7e place. Il y a de grandes chances qu'il y ait encore une fois un grand chambardement à l'intersaison. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde sera concerné jusqu'au bout ? Ah, concerné, oui, à ce niveau-là, quand tu as encore, je dirais, un objectif sportif à aller atteindre, peu importe lequel c'est, mais bon, moi je fais partie de ceux, je sais que pas tout le monde est dans ce cas-là, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est une catastrophe de pas se qualifier pour une Coupe d'Europe. Alors, si aujourd'hui tu me donnes le choix entre aller en Ligue Europa Conférence ou jouer le barrage de Ligue Europa, pour moi, il y a même pas de réflexion possible, c'est la Ligue Europa. Et je te dirais encore mieux, quand j'entends les gens dire ouais mais bon allez, vaut mieux mettre un coup d'éponge et repartir sur une saison blanche, pas de Coupe d'Europe, mais est-ce que les gens se rendent compte ce que c'est une saison sans Coupe d'Europe à l'Olympique de Marseille? Je rappelle qu'il n'y a que 34 journées de Ligue 1 et que le fait de jouer la Ligue 1 à fond, ça va pas non plus te garantir d'aller gagner la Coupe de France, par exemple. Donc, en plus, la Coupe d'Europe a une nouvelle formule. Il y aura 8 matchs de phase de poule. On sait que Martigues est une ville de Coupe d'Europe. Donc, Marseille, pardon, excusez-moi, je pense que je suis déjà... C'est déjà sur le match de samedi, qui est important d'ailleurs. aussi, mais bon, lapsus révélateur. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que
Je sais pas moi, même quand on a fait la campagne de Ligue Europa Conférence avec Jorge Sampaoli, qu'on a sorti le FC Bâle, le PAOK Salonique pour aller perdre en demi-finale contre Feyenoord, moi j'ai senti un engouement énorme de la part des Marseillais. Alors peu importe la Coupe d'Europe, il faut la jouer à fond. Si c'est la Ligue Europa Conférence, il faut y aller. Si c'est la Ligue Europa, encore plus, je dirais. Mais bon, voilà, ça laissera sans doute un goût amer dans la bouche des supporters de l'Olympique de Marseille. Mais bon, je préfère ça à 200% que de pas jouer de Coupe d'Europe, quoi. Mais les gars, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. Ça, il faut le retenir. Tu ne pourras pas faire une belle campagne de Coupe d'Europe et un beau championnat. Aujourd'hui, les équipes françaises, elles ne sont pas armées pour ça. C'est pas possible. La saison prochaine. Il y a 2 ans, tu as fait demi-finaliste et tu as fini deuxième. Oui, mais c'est très rare. C'est très, très rare. C'est même exceptionnel. Parce que tu n'as pas un effectif assez large pour faire toutes les compétitions. Parce que souvent on entend ouais mais on doit jouer toutes les compétitions à fond. Mais non, mais c'est trop dur. C'est trop dur si ton effectif il est restreint comme ça. Les gars, moi je veux surtout pas qu'on croie que je sois l'avocat de l'OM. Mais imaginons-nous le nombre de blessés que l'on a eu cette saison. À cause de qui, à cause de quoi? Ça on aura le temps d'en parler. Oui, c'était pas à cause du nombre de matchs non plus. Après, voilà. Mais après il y a eu beaucoup une préparation différente. Après on a eu cette CAN. Ça, encore une fois, la direction a mal géré. Donc, quand tu es entraîneur de l'OM, tous ces joueurs qui s'en vont, c'est dur à gérer tout ça. Et on verra l'année prochaine si Monaco, en Champions League, va être capable d'être bon en championnat et d'être bon en Coupe d'Europe. On le verra. 3 matchs en 9 jours pour terminer la saison. Alors, on se réjouissait d'avoir une semaine de répit entre les 2 matchs de Ligue Europa. Ça nous a pas servi. Est-ce que ces 3 matchs en 9 jours, c'est le scénario idéal pour terminer la saison? Eh ben, j'ai envie de croire que oui. Voilà. Parce que tu repars sur une dynamique. Après, sur le fait que l'OM est pas bon à l'extérieur, je pense que les 2 derniers matchs n'auront rien à voir avec le match. Peut-être le plus difficile sera celui de mercredi contre Reims. C'est un match en retard. Reims vient de faire match nul à Brest et il y a encore l'opportunité de gratter 1 ou 2 places pour les Rémois. Mais bon, ils sont en reconstruction puisque Will Steele n'est plus sur le banc. Après, le Havre est quasiment sauvé mathématiquement parce que ils ont 21 buts d'avance au goal average s'ils perdent le week-end prochain contre Marseille par rapport à Metz. Donc, s'ils perdent 2-0 contre Marseille, il faudrait que Metz gagne 19 ou 20-0. Donc, ça, on n'y croit pas trop. Donc, je me dis que le contexte sera peut-être différent. Et peut-être qu'on va voir un Olympique de Marseille en mode Villarreal, en mode Benfica pour ces 2 derniers déplacements avec la volonté d'aller chercher quelque chose. On a quasiment tout notre effectif. Et en plus, on a les 3 joueurs qui ne sont plus blacklistés par la Coupe d'Europe. Donc, l'espoir reste de mise. Et c'est pas la même chose parce que tu sais qu'après ces 2 matchs-là, la saison elle est finie. Oui. Donc des fois tu peux t'économiser. Là tu sais qu'après ces 2 matchs, tu peux faire sauver la saison, être européen, ça serait un moindre mal. Donc c'est pour ça que ces matchs-là sont différents. Allez, Reims-Marseille plutôt. Ça sera effectivement mercredi soir à partir de 21h. En direct sur Maritima. On sera là, bien évidemment, toute la semaine pour parler de tout ça et pour parler aussi du dernier match face au Havre. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Demain, c'est Lolo Spinozzi, l'ancien entraîneur des gardiens de but de l'OM, qui sera l'invité du bar des supporters. On sera là, bien évidemment, à 17h30.